Je vais proposer à Gilbert et à Emmanuel de venir également s'asseoir ici autour de cette petite table ronde, après évidemment avoir applaudi Cécile pour cette présentation. Parce que j'aimerais les entendre réagir aux propos de Fabrice Castera, qui est agriculteur, et donc on va pouvoir croiser leur regard sur l'adoption des OAD avec celui de cet agriculteur, Fabrice Castera. Bienvenue Fabrice. Nous deux, on va rester debout et on va les faire réagir au fur et à mesure. Hop, je vous file un micro. Tac. Fabrice, vous êtes agriculteur, président de la fédération des CUMA du 64 et du 40, des Landes des Pyrénées-Atlantiques. Merci, Pyrénées-Atlantiques. Donc la CUMA Béarn, Landes, Pays Basque. Mais on va zoomer sur la CUMA des Trois Sols, dont vous êtes, j'imagine, là aussi le président, et qui est en fait celle qui fait tourner votre exploitation. Comment elle fonctionne, cette CUMA ? Alors, c'est une CUMA, on va dire, un peu particulière, puisqu'en fait, c'est vraiment l'accompagnement de l'exploitation, puisqu'on met en commun le matériel, les façons culturelles, la main-d'œuvre. En fait, tout est raisonné par les 8 agriculteurs qui composent cette CUMA. D'accord. Et vous êtes plus particulièrement, vous, en charge d'un certain nombre de fonctions, on va dire, de pratiques pour l'ensemble des adhérents de cette CUMA. Oui, exactement. Donc, moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est fertilisation, semis. Et chaque agriculteur a un poste un peu déterminé. Je m'occupe aussi des appros. D'accord. Et on a évoqué l'intérêt du GPS, des OAD, de la modulation, des drones. Comment est-ce que vous êtes équipé, vous, de votre côté, au sein de cette CUMA ? Alors le GPS, effectivement, c'est ce qui a un peu déclenché tout. Cela fait déjà longtemps qu'on est équipé et je me souviens très bien d'une première réunion où l'agriculteur, enfin un des agriculteurs du groupe m'avait dit non, moi je veux pas entendre parler de ça. Garde-moi un tracteur où il n'y a pas tout ce bordel dedans. Là. Enfin, pas d'autoguidage, rien de. Il voulait pas, voilà, il y avait un boîte de variation continue, tout ça qui arrivait. Et puis donc, on avait réussi à le convaincre quand même. Et 6 mois après, il me disait « Heureusement que tu ne m'as pas écouté ». Et donc, en fait, effectivement, c'est devenu commun, quoi. Pour nous, l'autoguidage est quelque chose de commun et qui a déclenché tout le reste derrière. Avec utilisation de demi-tour automatique, les séquences, etc. Ça, c'est des choses qui sont utilisées aujourd'hui en routine par vous, mais aussi ceux qui arrivent, les nouveaux entrants dans l'exploitation. Voilà. Alors l'intérêt du groupe, c'est aussi quand même en fait d'avoir des gens qui sont plus ou moins motivés pour utiliser toutes ces fonctions, et notamment les jeunes générations qui accompagnent, on va dire, les plus anciens, qui leur paramètrent un peu tout, et hop, il n'y a plus qu'à foncer. Mais en fait, l'appropriation s'est fait un peu naturellement parce que ça répondait, au moins tout ce qui est guidage et tout ça, répondait à un confort de travail aussi, quoi. Voilà. Ouais, donc on revient à cette question du confort de travail, de l'entrée de travail et pas seulement l'entrée rentabilité. Est-ce que justement vous avez pu être amené à chiffrer la rentabilité associée à l'utilisation de l'autoguidage et du GPS? Vous êtes allé jusque-là sur le calcul? Alors ce qui est concret, c'est effectivement le recroisement des passages, mais c'est aussi la coupure de section. Ça, c'est quelque chose qui est... Par exemple, nous, on est spécialisé en maïs. Ouais, voilà, c'est des choses qu'on voit. On sait déjà à l'avance combien il va nous falloir de doses et il n'y a jamais de surprise. Même les quantités de fertilisants, tout ça, c'est la même chose. La précision a fait que les gens, en fait, se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt aussi qui n'était pas forcément quantifiable instantanément, mais il n'y avait jamais de surprise, quoi. Voilà. Oui, à la fin, c'est peut-être aussi moins de pertes et moins de surdoses éventuellement. Je vous laisse réagir autant que vous voulez, Gilbert, notamment sur ce sujet. Je sais que c'est des sujets qui tiennent à cœur. C'est une petite question. C'est quoi la rentabilité d'une montre ? Donc on est un peu dans le même cas de figure, mais effectivement par rapport à ce que vous dites sur la coupure de section, il y a un aspect qui pour moi est important, c'est qu'on n'a quasiment plus de fond de cuve à gérer, et ça c'est aussi une problématique. Tout ce qui est gestion de fond de cuve, si on peut l'éviter, il faut, quoi. Sur la cartographie de rendement, est-ce que c'est un sujet, on en a parlé tout à l'heure, comme étant un potentiel qui était rarement bien utilisé jusqu'au bout, on peut dire, de ce potentiel. Qu'en est-il de votre côté? Alors voilà, quand on a commencé à se pencher là-dessus, en fait, on a eu besoin de beaucoup d'accompagnement. Parce qu'en fait, autrement, si on n'a pas des gens un peu spécialisés qui connaissent le sujet,
on perd vite pied, on doit passer quand même beaucoup de temps. Et donc, on a besoin d'accompagnement. Donc, moi, je suis partenaire d'une entreprise, par le biais de l'entreprise Decalb, de l'outil FieldView, Climate FieldView. Donc, c'est un petit peu avec cela qu'on a commencé à débuter. Mais on a eu beaucoup d'écueils, notamment avec les constructeurs de machinisme, puisqu'il y avait des problématiques de marques qui ne voulaient pas donner leur code, dont on devait passer par leur plateforme, aller rechercher les données dans la plateforme du constructeur. C'est les tracteurs verts, non? Peut-être. Comment? Ils sont verts, les tracteurs en question ou... Les tracteurs sont verts et les machines aussi de récolte aussi. Mais celle-là, voilà. C'est plutôt sur la machine de récolte. D'accord. Et donc, on a eu quand même beaucoup de difficultés. Et c'est grâce justement à cet accompagnement qu'on a pu aussi enlever, faire sauter des verrous. Ce qui est important aussi, là, quand on va là-dedans, c'est d'avoir un peu de... Enfin, il faut y croire, quoi. Enfin, il ne faut pas partir en se disant que ça va fonctionner au premier coup, même si c'est en train de changer. Et je pense que ce que j'ai entendu ce matin, tout le développement qui se fera dans le futur doit nous justement aller sur la facilité d'utilisation. C'est un gros point important. Ouais. On a parlé de la cartographie de rendement. Vous l'utilisez pour faire quoi concrètement aujourd'hui? Alors, bon, une fois qu'on a eu les cartes, en fait, effectivement, on avait des cartes, mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Donc au départ, c'était des choses un peu, on va dire un peu simplistes. En fait, on essayait d'adapter nos variétés par rapport à cette carte de rendement, mais... Donc avec un redécoupage des parcelles en fonction des zones de potentiel. Et donc à ce moment-là, quand on a commencé à parler de ça, moi, mon exploitation, elle est sur un territoire qui n'a pas de grand parcellaire. Je me disais qu'en fait, que ce n'était pas pour moi. Au début, pour moi, c'était les États-Unis. Après, ça pouvait être les grandes plaines de la Haute-Hollande. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que vers chez nous, en fait, on avait tellement de sols différents, de typologies de parcelles, en fait, qu'en fait, il y avait quand même un intérêt. Donc, on a cherché aussi à approfondir. Donc, on est allé sur d'autres outils aussi pour compléter, c'est-à-dire qu'on travaille aussi par le biais de la coopérative Maïzedour et de l'entreprise Biapi. On a fait de la conductivité, des cartographies de modulation aussi d'engrais. En fait. Donc, de l'analyse de l'hétérogénéité de la parcelle, quoi, pour après pouvoir adapter chacune de vos pratiques à cette hétérogénéité. Voilà, on a essayé d'amener en fait, d'aller plus loin dans le panel en fait d'outils qui étaient à notre disposition pour justement amener des réponses sur les exploits. Et l'idée en fait, c'est pas forcément de maximiser les rendements. Dans notre cas, c'est plutôt de les rendre le plus lisses possible. On le voit avec les changements climatiques qu'il y a, des années exceptionnelles en haut, exceptionnelles en bas l'année d'après. Donc on essaye de travailler sur ces points-là. Et donc ces outils-là, quand même, une fois qu'on se les a appropriés, qu'on a amené aussi de la matière grise sur nos exploitations, parce que là, il faut que des spécialistes viennent, il y a des agronomes qui sont venus. Donc issus des fournisseurs de votre... les fournisseurs des solutions que vous utilisez ou les distributeurs? Alors, voir les concessionnaires pour reprendre la discussion. Ah oui, pour venir aussi aux concessionnaires, parce qu'en fait, là, c'est effectivement, au départ... donc quand on a vraiment commencé à y travailler, c'était en 2018. Mon concessionnaire n'était pas très non plus enclin à nous apporter des services. Ils nous vendaient du matériel, mais après c'était débrouille-toi un peu. Mais ils ont changé parce qu'en fait, ils ont eu beaucoup de demandes et donc ils ont embauché des personnes spécialisées. Et là déjà, ça a déclenché plein de choses. Ça a fait des interactions avec donc les prescripteurs. Et après, quand il fallait le mettre dans la machine et l'utiliser vraiment concrètement dans la machine, il nous fallait quand même aussi des gens un peu spécialisés. Et ce qui a été fait, il y a eu des gens qui sont très compétents et qui, voilà, au moindre coup de téléphone, des fois nous dépannent. Voilà. En termes d'organisation du travail, est-ce que aussi au sein de la CUMA, il y a des gens qui se sont spécialisés sur la mobilisation de ces outils, le paramétrage? Voilà, vous disiez que c'était vous étiez spécialisé sur les semis et la fertilisation, mais est-ce que ça veut dire aussi, je me spécialise sur les outils associés à cela, les outils de la décision, ou le paramétrage du GPS en amont de ces opérations de semis, par exemple? Ouais, alors du coup, il y a des gens qui sont effectivement plus ou moins motivés à aller là-dedans, mais l'effet groupe fait qu'on arrive à entraîner les autres. Et donc, par exemple, je vous donne l'exemple, dans Cuma, on a acheté des stations météo en groupe, on a acheté des sondes tensiométriques, les gens, au fur et à mesure, à partir du moment où il y a quelqu'un aussi qui s'en occupe et qui est proche et qui
voilà, qui leur facilite la vie quotidienne. Dès qu'ils sont dans un problème, un coup de fil, ça se résout. Donc là, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un intérêt. Et en fait, c'est l'effet local, groupe, je pense, qui a amené ça. Voilà. Ouais, donc le facteur clé de succès, le collectif, que ce soit au sein de la CUMA elle-même, qui fonctionne comme une exploitation élargie, on va dire, et puis en interaction directe avec les experts issus des distributeurs, voire même des fournisseurs. C'est un cas un peu particulier, on peut se le dire, hein, la CUMA des Trois Sols, vous avez des liens directs avec certains fournisseurs qui vous utilisent un peu comme terrain de jeu pour tester des solutions. Quid des outils de la décision, pour faire réagir ensuite Emmanuel, et puis est-ce que ces outils de la décision, chez vous, valorisent les données satellitaires ? Alors oui, bien sûr, on utilise en fait tout le panel, parce qu'il est assez... Quand on se pose vraiment, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de notre fonctionnement. Et donc du coup, en fait, c'est un mix de tous ces outils qui fait qu'on arrive à exploiter vraiment... Prenons 2 exemples. Vous utilisez quoi comme outil sur le maïs, par exemple ? Par rapport aux OAD aux OAD, ouais. Alors, station météo classique, Syncrop, Winat, Agralis. On a aussi des kiwis. Et c'est un peu ça aussi qui a déclenché les choses, parce qu'en fait, la problématique de tous ces outils, il est quand même économique, il ne faut pas se mentir. Sur les cultures comme le maïs, par exemple, les marges sont très restreintes, on a peu de marge de manœuvre. Donc, par exemple, quand on fait un investissement, enfin, on le raisonne comme ça chez nous, quand on fait un investissement dans du machinisme, de la technique, je pense à une bineuse guidée par caméra, ou je ne sais pas quoi, ou la modulation. Un OAD, ouais. L'idée, c'est ensuite aller chercher la mise que l'on met dans ce matériel-là. On essaie d'aller le chercher sur les engrais, sur les phytos. L'équivalent quinto ou l'équivalent marge préservé. Alors que sur les kiwis, c'est pas la même chose, parce que la marge est plus importante, donc on peut se permettre un peu plus de tenter, d'expérimenter, de prendre plus de risques. Et notamment les problématiques d'irrigation, d'essayer d'apporter la bonne dose au bon moment. Tous ces outils-là nous ont permis d'investir dans des sondes tensiométriques. Enfin, il y a des aides aussi, mais je veux dire, on a réussi à faire ce pas-là, parce que derrière, il y a aussi une rentabilité qui est supérieure à la grande culture. Et un des freins, c'est quand même celui-là, il me semble. Emmanuel, Cécile, est-ce que justement le type de filière conditionne le type d'OAD et la complexité de l'OAD associé et sa capacité de mise en marché ? Alors, côté Arvalis, quand on a développé notre offre de service sur le bilan hydrique, effectivement, c'était pour remplacer les sondes tensiométriques, parce que ça coûte 2000 €, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez colossal. Et il en faudrait une dans chaque parcelle. Enfin, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que ça s'est démocratisé, en fait, avec une station météo. On peut suivre plusieurs parcelles assez facilement. Par contre, sur les cultures spécialisées, donc avant, sur les grandes cultures, sur le maïs, sur d'autres céréales, c'est peut-être un peu plus facile de construire des modèles parce qu'on a beaucoup de parcelles. Sur le kiwi, il faut un institut spécialisé peut-être, ou une société qui travaille sur le modèle. C'est peut-être plus compliqué, quoi. Cécile, sur cette question du choix de l'OAD et de cette capacité d'investissement en fonction de la valeur ajoutée de la filière, du produit, et puis de sa marge de manœuvre, on va dire, en termes de gains de rentabilité. Bien sûr que ça joue, et on ne va pas du tout être sur les mêmes services, ni même sur les mêmes modalités de suivi selon la valeur ajoutée et des cultures qu'on a derrière. On peut citer un exemple. Nous, sur la vigne, on travaille avec des images, on ne travaille pas du tout avec du Sentinelle, on travaille avec des images beaucoup plus résolues. Il y a des services qu'on fait à façon avec plusieurs images à date clé dans la campagne, parce qu'il y a une valeur ajoutée et un gap recherché qui est plus grand que ce qu'on peut faire dans les grandes cultures, bien sûr. Sur cette question de l'intégration des différents outils, là, parce que là, vous avez, on cite depuis tout à l'heure tout un tas d'outils. Concrètement, qui vous oriente dans l'usage de ces outils ? Est-ce que c'est chacun des fournisseurs de son côté ? Est-ce que c'est le concessionnaire de l'autre ? Une coopérative ? Quel est votre principal interlocuteur sur tous ces sujets-là ? Alors, malgré tout, je pense que c'est nous. En fait, c'est le temps qu'on passe aussi à s'intéresser à tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, les gens, au premier abord, souvent, sont fermés là-dessus. En fait, ils ne pensent pas que ça peut être utile pour leur exploitation.
parce qu'il y a une histoire de taille. Enfin, bon. Mais donc, du coup, ils sont aussi fermés souvent sur le reste, quoi. Donc, ça dépend en fait de la personne. Et c'est important, il me semble, dans tous ces outils aussi, qu'il y ait de l'humain derrière. En fait, on s'en rend compte, la machine, il peut y avoir le C'est super... la confiance dans aussi son interlocuteur qui explique oui. le niveau d'adoption. Est-ce que vous êtes amené à aussi, pour rebondir sur ce que disait Pierre Labarre tout à l'heure, à vous former, vous sensibiliser au travers de retours d'expérience d'autres agriculteurs diffusant leurs témoignages sur des réseaux sociaux, sur YouTube, sur WhatsApp ou d'autres réseaux? Effectivement, il y a beaucoup de petits réseaux d'utilisateurs comme ça où on va pas mal sur ces... Enfin, parce qu'en fait, on a les mêmes approches ou les mêmes visions un peu de l'avenir de notre métier. Donc, en fait, il y a des choses très intéressantes. Et là où c'est toujours intéressant aussi, c'est qu'il y a des personnes il y a des agriculteurs, mais il n'y a pas que des agriculteurs. Et des fois, il y a des choses que l'on ne voit pas parce qu'on est dans le boulot de tous les jours. Et il y a des personnes qui recherchent, qui ont plus d'ouverture et ça nous permet de mélanger nos expériences. Et je pense que c'est très complémentaire, quoi. Quid des drones? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que ça l'a été? Alors les drones, effectivement, on y regarde, notamment par rapport au désherbage ciblé. Il y a des choses qui ont été essayées et on se rend compte que la difficulté, par exemple, du drone, ça fonctionne, hein, les images avec après un pulvé qui cible les mauvaises herbes. Mais la problématique que l'on rencontre, c'est le délai entre le passage du drone et l'application du produit. Parce que des fois, la météo va plus vite que nous. Il y a plein de... Et donc, du coup, on a du mal à... Enfin, les tests que l'on a faits ne sont pas concluants à cause de ça. Quand vous avez l'image, ou la cartographie 5 jours après le passage, c'est trop long, donc on a du mal là-dessus. On croit plus, nous, à du continu. Avec, il y a des outils qui sont testés, type Carbon Bee ou des choses comme ça sur des pulvés. On croit un petit peu en ça. Voilà. Mais la pulvérisation ciblée embarquée avec, on va dire, des capteurs embarqués sur le tracteur. Ouais, voilà. Mais la problématique, bien sûr, là, c'est quand même le coût qui apparaît. Nous, on pense que c'est un moyen technique qui nous permettrait d'abaisser énormément nos quantités de désherbant. Donc, on y croit, mais il faudra qu'économiquement, ça passe, quoi. Dernière question, est-ce qu'il y a des outils qui n'ont pas pris? Des difficultés qui ont été trop fortes qui expliquent que vous avez abandonné des outils? Alors, effectivement, il y a toujours des échecs. Il y a des échecs, mais qui n'ont pas été non plus, on va dire, qui ne sont pas définitifs pour moi. Il y a des choses qui sont un petit peu mises de côté, mais qui ne sont pas... qui restent quand même dans notre esprit parce qu'on se dit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Par exemple, nous, la robotique en kiwi, en désherbage kiwi, on pensait que ce serait très efficace, mais on a plein de difficultés. Plutôt techniques, des buts, l'ombre des arbres qui pose des problèmes. Voilà, ça c'est des choses GPS, pour l'instant que l'on a mis de côté. Mais enfin, on y croit, enfin, on espère que ça fonctionnera. Et vous m'aviez évoqué la question de l'enregistrement des heures automatisées de travail dans une CUMA, ça c'est vachement important. Oui, et on peut se dire, c'est quand même facile d'enregistrer ces heures de travail, et puis ça peut se faire de manière plus ou moins automatique à chaque fois que je monte dans un tracteur ou pas. Ça renvoie aussi à la question qu'évoquait tout à l'heure Gilbert sur ça veut dire quoi le temps de travail. Mais ça n'a pas trop pris. Alors l'enregistrement est une chose, l'utilisation des données en est une autre. Alors ça aussi, on n'en a pas parlé, mais l'utilisation des données souvent est un blocage pour les agriculteurs. Ils ont peur en fait de transmettre leurs données à d'autres. Alors que, en fait, quand on est dans un monde un peu d'échange, on peut aussi se servir des données des autres. Et c'est ce mixage qui fait qu'ils deviennent utiles. Je me rappelle, pardon de vous couper, mais d'un témoignage d'Étienne Fourmont qui était intervenu dans un des séminaires sur la robotique agricole. Non, c'est le bien-être animal et élevage qui disait moi, mon robot de traite, je file toutes les données à mon fournisseur. Moi, je suis à poil. Par contre, eux, ils sont tous habillés. Et j'ai aucun retour à l'inverse. Et donc ça évoque ça. Donc, parfois, il y a peut-être des contre-exemples et vous nous expliquez que dans certains cadres de collaboration, on arrive à échanger, et notamment dans une logique de co-développement d'outils, ce qui a l'air d'être le cas quand c'est chez vous. Oui, bien sûr. Moi, je pense que si on reste trop fermé sur soi-même, en fait, au bout d'un moment, on tourne en rond, mais il manque quelque chose. Alors, c'est pas toujours non plus simple et évident, mais en fait...
on a sûrement des atouts aussi et que l'on n'exploite pas suffisamment. Donc il y aura des échecs. Il y a des échecs, mais en fait, si on fait rien, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'échecs, mais on n'avancera pas non plus. Donc, voilà. Je reviens sur la question de l'enregistrement du travail, parce que finalement, vous ne l'avez pas expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, du coup, on a des boîtiers type Carnot sur notre matériel. La difficulté, en fait, c'est l'utilisation, on va dire, de tous les jours, des choses qui se décrochaient ou qui ne fonctionnaient plus, enfin, des choses comme ça. Mais même quand ça fonctionne, ensuite, il faut aller récupérer ces données-là. Et donc, du coup, ça pose un peu problème parce qu'en fait, ça dépend du tracteur qui a attelé l'outil, fait plein de choses. Donc, on est en train de voir qu'est-ce qui peut exister, notamment, je pense, moi, au téléphone, ça c'est quelque chose que tout le monde a dessus. Ça serait bien peut-être que cet outil-là, en fait, nous serve aussi à enregistrer, par exemple avec une reconnaissance, que l'outil reconnaisse quel chauffeur est sur le tracteur, des choses comme ça. C'est en train de se développer et je pense qu'on sera assez motivé pour tester. J'ai en tête des solutions type Optimize qui me semblent faire écho à ce que vous décrivez. Quid dernière question, on l'avait peut-être pas forcément prévue, mais elle me vient là. Quid de la commande vocale pour notamment renseigner l'ensemble des données de pratique, qui est quand même le travail un peu fastidieux par excellence. Alors, on n'a pas parlé de traçabilité, mais ça fait partie aussi du travail parce qu'on a un logiciel de traçabilité qui nous sert pour les exploitations, qui est Geofolia Disagri. On essaye de... En fait, souvent, il y a des doublons, en fait. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à éviter, effectivement, de passer du temps. Surtout que l'enregistrement important, il est quand on est dans les pointes de travail. Donc, on n'a pas le temps trop de passer de temps au bureau. Donc, il faut que ce soit quelque chose d'assez facile et qui soit utile à tout le monde. Donc, on est en train effectivement d'essayer d'améliorer ça, de trouver des solutions pour que justement ça se fasse. Et le téléphone quand même a beaucoup aidé quand même pour ça. Et puis l'intelligence artificielle là, maintenant avec la reconnaissance vocale permet de faire des choses assez magiques, je crois, pour la traçabilité des pratiques. On se tourne vers la salle. Asseyez-vous, Fabrice, je vous en prie. Et puis voilà, c'est le moment de réagir, de poser une question, de partager un témoignage, pourquoi pas. Tout là-haut. Hop. Et vous allez vous partager le micro du coup. 4 par 4, tout là-haut. Oui, bonjour, Stéphane Volant, Fédération des CUMA de l'Ouest, donc Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Déjà bravo et merci pour ce témoignage en CUMA, ça donne envie. Une première question, enfin j'ai trois points à aborder. La place des COP, vous avez cité BIAPI, je pense qu'on le vit aussi sur l'Ouest avec notamment pas mal de collaborations avec la COP Terrena. On voit bien qu'effectivement il y a un accompagnement qui se fait parce que ce sont eux qui apportent la préco autour de l'agriculture de précision. Avec justement une approche peut-être très intégrée, très marketée, et pas juste la fourniture d'un plus ou moins. Ouais. Je dirais qui permet d'avoir de la transversalité par rapport aux marques, peut-être quand même. Deuxième point, vous êtes une CUMA où ce sont les agriculteurs qui maîtrisent la techno. Bien souvent, on voit, en tout cas dans les CUMA de l'Ouest, où ce sont avant tout des éleveurs, que la place des salariés, elle est vachement importante. En fait, ce sont eux qui maîtrisent le mieux et qui vont porter la techno. Et puis, je continue. Et justement, en lien avec la pulvée ultra-localisée, une remarque, on commence à en voir des systèmes de pulvée ultra-localisée dans l'Ouest, et on voit bien que c'est l'organisation de chantiers, la maîtrise de la techno, le fait de véhiculer rapidement le pulvé entre les exploitations qui est déterminant, parce qu'effectivement, il y a des coûts majeurs à la mise en œuvre de ces technos. Donc effectivement, l'organisation avec la place des salariés est, je pense, un élément important pour bien faire en sorte que les CUMA soient des vecteurs de diffusion, même si effectivement les agriculteurs doivent avoir aussi leur place. Une réaction sur ce lien entre outils numériques, changement de pratique et surtout organisation du travail. Je pense que c'est un des enseignements clés de tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin. Alors, il y a quelque chose d'important aussi dans toutes ces technologies, c'est l'attrait en fait des jeunes, mais pas que des jeunes, mais en fait, moi j'ai vu sur notre CUMA, on a beaucoup de demandes de stages, d'apprentissage. On n'a pas de problème à recruter des salariés. Alors effectivement, il y a des salariés. Et en fait, quand
ils savent qu'il y a tout ce matériel aussi un peu technologique, ça les attire. Et ça, c'est quand même un point important. Et ça nous permet aussi justement de déléguer le fait qu'il y ait du salarial, de déléguer ces tâches-là. Parce qu'effectivement, si on passe 2 heures dans l'année dans le pulvé, c'est pas possible de se servir de tout ce matériel-là. Il faut y être tous les jours. En fait, il faut être formé, il faut voilà, il faut se spécialiser, pratiquer, en tout cas, dédier des fonctions un peu. C'est pour ça que je disais que c'est derrière il y a de l'humain aussi, voilà, et qui est important. Et souvent, je leur dis aux jeunes, tous ces outils-là que là à notre disposition, c'est vraiment top si c'est bien utilisé, mais il ne faut pas perdre la base de notre métier. Je le vois par exemple avec le semoir, ils sont capables de mettre les demi-tours, faire la modulation, pour eux c'est pas un problème, mais par contre ils vont aller faire une journée de semis sans aller regarder la profondeur à laquelle ils mettent la graine. Et ça, il faut pas l'oublier, quoi. C'est des outils que l'on a à notre disposition, à nous de se les approprier, mais de pas non plus perdre la main sur notre métier de base, quoi. Gilbert, je te sens que tu veux réagir. Ou pas? Ouais, bah, pas là-dessus. Bah, ou sur autre chose, hein, vas-y. Oui, si. C'était le côté données, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de fantasmes autour de la propriété des données. Il y a, en fait, pour les agriculteurs, je pense qu'ils ont plus de risques de se faire pirater de leur carte bancaire que de se faire voler leurs données. Et ça, j'ai un souvenir, il y a plus de 20 ans, de m'être fait engueuler, entre guillemets, par un agriculteur en présentant le GPS. Les Américains vont nous espionner avec le GPS, etc., etc. Il avait à la fois tort et raison. Dire tort parce que le GPS ne permet pas d'espionner, mais raison parce que la NSA nous espionnait, mais avec d'autres moyens. Et donc sur les données, je pense qu'il y a à communiquer auprès des agriculteurs, parce qu'en fait, les données sont déjà valorisées au niveau collectif, en particulier en élevage, avec le système de la génétique. Les index améliorateurs des taureaux, c'est comme des données relatives aux élevages à des filles de taureaux, issus des élevages qui sont remontés au niveau ICAR, donc au niveau international, et qui redescendent par les index améliorateurs des taureaux. Donc en fait, il y a des données, on va dire, qui sont siphonnées à un niveau collectif, mais qui redescendent et qui sont valorisées à un niveau collectif. Et je pense que pour des données agronomiques, les données de machines, pour moi, c'est un peu la même idée. Il y a moyen de les valoriser à un niveau individuel, collectif au niveau d'une CUMA, etc. Et puis deuxième chose, je reprends l'exemple de la CUMA de Charente, la 916, ils ont un peu la même dynamique que vous, c'est-à-dire en fait de l'auto-formation. C'est vrai qu'ils ont fait des formations à l'informatique pour les gens qui ne savaient pas faire, mais entre eux, parce qu'ils avaient le même discours. Et puis ceux qui n'avaient jamais manié la souris, première formation, c'était jouer au solitaire sur l'ordinateur pour avoir de la dextérité avec la souris. Et puis aussi, un problème de manque de temps. Ils ont trois hand-sensors dans la CUMA, je crois. Et certaines années, ils n'ont pas utilisé le hand-sensor parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire le paramétrage dans chaque parcelle. Et ça, c'est aussi un problème. Et je rejoins la cartographie de rendement. Souvent, c'est aussi un manque de temps pour pouvoir aller loin dans l'analyse. De l'intérêt d'approche, on va dire, si ce n'est intégré, comme je l'évoquais avec Biapi, mais en tout cas, qui intègre l'ensemble de ces éléments-là dans le raisonnement et le marketing et la commercialisation de ces solutions. C'est peut-être un peu aussi ce que tu nous évoquais tout à l'heure, Cécile, sur la difficulté qu'il peut y avoir avec le recours à la donnée satellitaire. Une autre question, un autre commentaire? Tout devant. Décidément, on va lui faire un peu de sport à cet étudiant. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Gwenaëlle Mourin, je suis de la Chambre d'agriculture de Bretagne et de la station expérimentale de Kerguenec dans le Morbihan. Grande culture et légumes transformés. Je voulais poursuivre le témoignage de Fabrice. Donc, on est une ferme XP avec un parc matériel très équipé en agri de précision. Et on a une réelle difficulté de mise en œuvre au quotidien. Et surtout sur l'interopérabilité, c'est vraiment notre combat. Donc je pense qu'il y a un travail à faire auprès des entreprises et des structures de conseil et de développement, il ne faut pas nous oublier. Elles ont été un peu citées ce matin, mais je pense qu'on a un réel rôle à jouer dans l'amont, avant la partie déploiement, et du coup lever certains freins à l'adoption peut-être sur les exploitations. Et je voulais revenir sur un point, peut-être qu'on l'abordera plus tard dans la journée, mais sur l'interopérabilité et comment valoriser les données qui sont multiples sous différents formats, etc. Ça, c'est vraiment le point clé. Je suis issue de la recherche en télédétection, donc je vois très bien ce qu'on peut y faire. Aujourd'hui, on utilise vraiment un infime pourcentage de ce qu'on peut faire en recherche.
Et voilà, je pousse vraiment les entreprises à mettre à disposition leurs données. On le voit bien quand on accède à nos données, une fois qu'elles sont remontées des tracteurs et des interventions, on a des gradients de couleurs, mais sans échelle, sans mesure. Enfin, il y a un réel problème de valorisation de la donnée et qu'on puisse, nous, les exporter, les exploiter au maximum en tant qu'exploitation et qu'on puisse les superposer à un moment donné. Là, on travaille beaucoup sur les campagnes annuelles et on manque très concrètement de comment, au niveau pluriannuel, on arrive à superposer du semis à la récolte et les données d'interculture, toutes ces données qui sont créées sur les exploitations. Voilà. Cécile, une réaction à cela comment vous appréhendez ces difficultés du côté de Ternis? C'est sûr, les données et l'historique des données, c'est des mines d'informations qui malheureusement sont pas toujours conservées pour des problèmes de stockage ou autres. Mais c'est sûr que et d'ailleurs, il y a des clients qui commencent à proposer aux agriculteurs de mettre à disposition leurs données, modulo une rémunération, et c'est une forme aussi de revenu pour les agriculteurs, pour qu'ils servent à des fins de recherche. Je trouve ça assez innovant, et pourquoi pas si ça peut faire... Quand tu dis des clients, des coopératives ou des distributeurs qui proposent aux agris d'héberger leurs données, en tout cas de récupérer leurs données. Un acteur du carbone, en l'occurrence, qui propose à ceux qui participent au projet de donner toutes leurs données, enfin de se faire financer toutes leurs données pour que ça participe à l'évolution de modèles d'autres entreprises. Je trouve ça assez innovant et pourquoi pas si ça permet aussi de faire une source de revenus pour les agriculteurs. On n'y est pas peut-être encore, Emmanuel, sur la rémunération de l'agriculteur à la donnée. Je pense que c'est là un cas particulier sur des cas d'usage et de recherche particuliers, mais est-ce que voilà, c'est peut-être pas le sujet oui, aujourd'hui, chez Arvalis, on a un OAD Sister qui permet de récupérer des données via des échanges normés, interopérables. Mais on ne rémunère pas les agriculteurs, c'est plutôt des conseillers qui, avec l'aval de l'agriculteur, peuvent remonter ces informations. Par contre, ce qui est dans les échanges interopérables, il n'y a pas tout. En fait, il manque des choses, donc on est obligé de compléter les informations. Et avec cet outil, on peut faire des analyses économiques, de pratiques, tester des scénarios d'amélioration de pratiques agricoles sur plusieurs années. Ça, c'est des choses, mais ça reste effectivement anecdotique. C'est vraiment... et aujourd'hui, ce qu'il y a dans les protocoles d'échange interopérables, c'est peut-être encore un peu trop limité. Pour l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur Milios, en fait, on est limité sur l'heure de traitement. Par exemple, c'est des choses qui ne sont pas embarquées, c'est la date de traitement. Donc, il a fallu que les éditeurs précisent l'heure parce que c'était important pour le milieu. Donc, il reste encore à maturer aussi ces échanges et puis ce qu'on doit en faire, ce qu'on veut en faire, et ce qui sera possible aussi d'en faire demain. Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu ce qu'on veut faire, mais demain, les usages seront certainement tout autres. Merci beaucoup à tous les quatre. Pour conclure, moi, je trouvais utile de vous présenter cette slide. Elle n'est pas de moi, elle est de Thomas Crestet, qui est le prédécesseur de Romain, qui travaille à Montpellier. Et c'est un vieux slide, mais qui me semble toujours d'actualité, qui revenait sur le parcours d'adoption des outils numériques. Et il disait, voilà, il y a la première adoption, l'enjeu derrière d'appropriation, ça renvoie à la discussion avec Pierre Labarthe sur qu'est-ce que j'en fais concrètement et comment je transforme une adoption en un usage réel. Et puis tout un tas de causes d'abandon, soit de non-renouvellement de licence, par exemple, ou même je mets dans le placard le capteur en question. Et voilà, il me semblait important de réfléchir à l'ensemble de ces trois leviers à la fois, si on veut effectivement faire en sorte que cette innovation numérique, elle soit utilisable et utilisée. Je vous remercie beaucoup à tous les quatre.